Le monde vous paraît de plus en plus indéchiffrable et jusque dans votre vie, vous ne savez pas comment prendre les bonnes décisions afin de ne pas subir. Cela s'éduque ou s'apprend. En tout cas, il existe une école du discernement, un mot cher au fondateur des Jésuites, Saint Ignace de Loyola, avec ses exercices spirituels, et l'école du discernement, quant à elle, a été créée par François Bert, Saint-Cyrien, ancien officier parachutiste à la Légion étrangère, et il conseille les décideurs publics et privés. D'ailleurs, il en fait en quelque sorte une priorité, le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. C'est son dernier essai publié chez Artege. C'est un petit peu aveuglement contre discernement parce que, effectivement, se croire intelligent pourrait suffire, estime-t-on. Seulement, si on se croit juste intelligent et qu'on ne sait pas décider, après tout, cela ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est l'objet de notre discussion, qui s'entend aussi bien d'ailleurs du point de vue individuel qu'à l'échelle des politiques et des nations, qui ne savent plus qui, quoi décider. François Bert, bonjour. Bonjour lui. De multiples cas pratiques qui peuvent se présenter à notre esprit. On va peut-être commencer par l'Église qui se rend compte qu'elle est face à des questionnements très importants pour son avenir, de gouvernance et autres sujets dans le cadre du synode des évêques. Est-ce que c'est un cas pratique? Oui, c'est un cas considérable. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui toutes les difficultés dans lesquelles on a pu rentrer, on se dit qu'il n'y a pas un manque de savoir. On a plutôt des gens qui sont très cultivés, qui sont abondamment aussi renseignés, que la volonté de communication est aussi très développée, mais qui manque à chaque situation une capacité à voir les priorités et à y concentrer ses efforts. Alors moi, je vois au moins deux choses. C'est-à-dire que je vois la manière dont certaines choses très graves, hein, tous les scandales de l'Église, ont pu être mises sur le tapis parce qu'un certain nombre de chefs de l'Église considéraient que, il fallait à tout prix que le message ne soit pas, entravé et donc on tait ça parce qu'on est dans une logique de message, sans se rendre compte, bah, que le discernement en fait, c'est pas du raisonnement justement, c'est de l'écoute et c'est de l'écoute de l'évidence et notamment que quand quelque chose de grave se produit, il faut être capable de s'arrêter, de mesurer l'écho de ce que ça traduit et de faire en sorte qu'ensuite on recommence. C'est parce qu'on néglige quelque chose comme d'aussi grave que ça nous pète à la gueule, Donc pardonnez-moi il fallait en l'expression. parler. Il fallait en parler très vite, en tout cas, il fallait tout de suite être capable de dire: «OK, là, il y a quelque chose de grave qui s'est fait. Jusqu'où, cas de discernement, jusqu'où il faut que je sois indulgent avec les auteurs et en tout cas les protéger, jusqu'où il faut qu'à tout prix je protège les victimes et que je prenne les mesures pour». Et vous voyez, c'est que Mais normalement, le jusqu'où ne se pose pas, François Bert. Une victime, on la bah, protège quoi qu'il en bien soit sûr, et jusqu'à tous les termes. bien sûr, mais vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que comme le discernement, c'est de l'écoute permanente par rapport à une mission qui vit dans le temps. C'est parce qu'on s'est fixé des missions, un peu absolues qu'on n'est pas capable de prendre la mesure des choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent à tout prix juste faire passer un message catho, juste qu'il y ait le hashtag catho. Hmm. Et donc parce qu'on veut à tout prix qu'il y ait le hashtag catho, si jamais il y a quelque chose qui risque de nuire à ça, on va le négliger parce qu'on veut passer le message Hmm. hashtag catho. Sauf que, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aujourd'hui par le comportement qu'on va faire la preuve et que c'est la capacité à tout de suite dire: «Stop, il y a quelque chose qui ne va pas, on va le prendre à bras le corps et on va faire la preuve par le comportement», qu'on va être convaincant. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, pendant le covid, on a vu toute une communauté catho qui était uniquement mobilisée sur le fait de: «Rendez-nous la messe». Mais catholique, ça veut dire universel. On attendait précisément d'un catholique qui ait tellement le souci du bien commun qu'il investisse ce champ pour montrer qu'il est partout, là où il y a à la fois, bien sûr, du soin à faire et là, beaucoup de chrétiens se sont mobilisés pour ça, mais qu'il y a aussi toute une question, par exemple, sur les libertés et donc le fait qu'on soit simplement dans le petit corner de se dire: «On va défendre notre boutique hashtag catho», fait qu'on dévalue le message à la première minute. Alors, que diriez-vous à ceux qui sont donc réunis en synode, ça va durer quand même quelques mois, sur les questions importantes de l'Église? Est-ce qu'il y a une méthode en fait? Ils en ont déjà une sans doute, j'imagine, mais est-ce que vous préconiseriez quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas oublier que on va parler des évêques, qui ont une charge très compliquée, qui ont 3 missions, hein, sanctification, toute la partie aussi d'enseignement et la partie de gouvernement. Et moi, je suis assez effaré de voir comment, sur la partie de gouvernement, rien n'est fait, ni dans la sélection, ni dans la formation des évêques. C'est un mal qui ne concerne pas que les évêques, hein. En France, vous voyez très bien qu'on est sélectionné soit sur les diplômes, soit, sur le côté, bagou au positif, soit on va dire, qualité relationnelle. On n'évalue pas sur l'aptitude aux décisions. Et donc, dans ces sujets de gouvernement, il y a pour moi 2 choses. Il y a d'abord un problème de casting, c'est-à-dire qu'en fait,
heu, c'est toute la méthode que j'ai développée en termes de personnalité. On est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Et il y a des gens qui sont naturellement décideurs et pas d'autres. Louis XVI était très bon dans sa manière de faire grandir son peuple, mais il n'avait pas cette intelligence de gouvernement qui a fait qu'il s'est laissé déposséder, dépasser par les événements. Donc pour moi, dans la manière dont on pourrait, prendre en compte les choses, il faudrait déjà qu'au moment où on nomme les évêques, message aux nonces, message à tous ceux qui sont impliqués là-dedans, de dire à quel moment vous prenez en compte qu'un chef, c'est d'abord quelqu'un qui a le discernement opérationnel du quotidien pour voir ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, pour voir comment mettre en mouvement, ne pas se laisser écarteler par l'événement et comment donc on prend en compte cette qualité fondamentale. Le deuxième point, c'est on peut se former à ça. Il y a au moins deux leviers. D'une part, il y a aussi une manière de s'entourer, hein. Moi, je travaille beaucoup avec les startups. Quand je vois Einstein en liberté dans une entreprise, je fais en sorte de lui recruter un Indiana Jones en numéro 2. Et donc, quand vous êtes très dans la relation ou très d'abord dans le savoir, le premier sujet, c'est de vous entourer à tout prix, non pas de quelqu'un qui pense comme vous, qui est sympa, mais de quelqu'un qui vous confronte et qui vous complète pour que la mission soit réalisée. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a tout un travail de formation, c'est pour ça que je l'ai investi, sur le fait que prendre une décision, ce n'est pas juste raisonner de manière personnelle sur un discernement de sainteté, ça c'est du côté personnel, on sait très bien faire ça, c'est être capable d'écouter les événements, encore une fois, pour les trier et laisser passer ce qui est dérisoire et passer du temps conséquent sur ce qu'il mérite. Pareil, on peut faire la transition avec la politique aujourd'hui. Vous voyez bien comment on débat de tout, tout le temps. On passe un temps infini à parler du barbecue de Sandrine Rousseau ou autre chose complètement futile. Mais par contre, quand quelque chose est grave, on ne prend pas massivement le temps de le transformer en action derrière. C'est-à-dire que, vous voyez, là, Par il y a exemple, plusieurs jours, ce qui s'est passé avec le drame à Arras, de ce professeur tué, à quel moment, suite à Samuel Paty, on a pris en compte de enfin recentrer l'école sur sa mission principale et pour le faire, donner toute sa puissance à l'autorité d'un professeur à tous les échelons. Parce on peut indéfiniment dire que l'école va être sanctuarisée, comme le temple du savoir, je ne sais quoi, c'est pas ça pour autant qui va changer les choses. Il faut que l'autorité d'un professeur soit installée à tous les échelons par un pouvoir qui en a décidé d'en faire une priorité. On voudrait qu'un président passe plus de temps dans le silence de son bureau à se coordonner avec des ministres pour que concrètement la loi aille jusqu'à la fin des fins de l'application, plutôt qu'il court partout, ce qui d'ailleurs est un très mauvais signal parce que quand il y a un événement qui est un événement court, on donne un pouvoir aux malfaisants. Un président qui court partout chaque fois qu'il y a un événement pour surfer sur l'émotion et dire quelque chose. En fait, c'est comme de l'autocommentaire de l'échec. Enfin, c'est l'action qui donne la validation des choses. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Quand on laisse, quand il y a une voiture de policiers qui crame à Ivry avec des policiers à l'intérieur, si cet événement ne suscite pas de la part d'un pouvoir un arrêt sur image en disant stop, il y a un seuil qui a été franchi. Ivry, mauvaise pioche pour vous. On va passer pièce par pièce toute la cité parce que il faut montrer qu'on ne touche pas à ça, parce que si on touche là un policier, derrière toute la société est en fragilité. Enfin, la conséquence de ça, parce que ça a été noyé au milieu des événements, sans parler du fait que peut-être certains juges parfois l'ont pris comme une ligne dans leur code au milieu de plein d'événements, parce qu'on n'a pas donné la portée méritée à cet événement, hein, d'où ma définition du discernement, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, et ben on se retrouve avec des émeutes qui éclatent de partout avec d'autant plus de puissance que les gens savent que de toute façon l'autorité policière ne sera pas forcément défendue d'en haut et pas forcément défendue par les juges. mais à votre avis, c'est un manquement ou c'est un choix? Parce qu'on pourrait très bien dire, les autorités politiques ne tiennent pas, soit parce qu'elles ont peur. En particulier, on peut imaginer que depuis Samuel Paty, il y a une certaine peur qui se soit répandue. On peut imaginer qu'après l'incendie de la voiture de policier aussi, on ne veuille pas passer pièce par pièce, les cités parce qu'on imagine, ou plutôt on n'ose pas imaginer à quel, type de conflit cela pourrait nous emmener, nous mener. En fait, il y a deux Il choses. y a pas cette idée-là? Moi, il peut y avoir un certain nombre d'intentions, mais je reviens, vous voyez, ça c'est un réflexe de parachutiste, quand on nous dit dans quel cas il faut ouvrir le ventral, il y a un cas qui s'appelle cas de multiples incidents. C'est le cumul de pas mal de choses. Oui. Et j'ai toujours tendance à considérer que c'est ça plutôt que de voir un plan ou une intention construite. Ce qui est certain, c'est que moi je vois au moins deux choses évidentes. C'est qu'on vit dans un monde d'instantanéité, qui est une vraie drogue politique, et qui fait que les gens croient que parce qu'on communique par l'émotion, voilà, je vais aller à Arras, je vais faire un beau discours, c'est réglé. À quel moment c'est réglé? Et donc, on croit que soit la loi, et 50% des lois françaises ne sont pas exécutées,
soit la loi, soit la motion de communication va faire office d'action. Parce que le système tel qu'il est, qui va très très vite sur l'émotion parce qu'il est médiatique et que les médias restent des traders d'émotions, fait que beaucoup de politiques se calent là-dessus. Le deuxième sujet, on en parlait au tout début, c'est un sujet de casting. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on peut faire le lien avec les évêques. C'est-à-dire que souvent, on va parler d'un sujet concret de comment on met en mouvement, encore une fois, un comportement chrétien inspirant plutôt que de la communication chrétienne inspirante, sauf qu'on va avoir soit souvent des évêques qui sont des docteurs, qui sont très puissants, qui vont reparler de la doctrine, donc ça va parler à ceux qui sont déjà convaincus, soit veulent juste être dans une logique pastorale, d'ouverture, d'échange, mais pas de capacité à recentrer sans cesse un comportement dans l'action qui permettra d'inspirer tout le monde. Donc si je fais le lien évêque-politique, politique c'est pareil, c'est-à-dire que quand on a des hommes politiques qui sont élus sur la vente, parce que les élections c'est de la vente, ou c'est le binôme simplement en mode énarque sur le fait qu'ils soient très cultivés sur plein de sujets, mais qu'ils n'ont aucune aptitude à la priorisation, fait qu'en fait, dans ces deux cas-là, on est vraiment dans le match. Gouverner, c'est soit avoir réponse à tout, jamais rentrer dans l'action, soit communiquer sur tout. Voilà. Donc ce sont les 2 écueils à éviter. Ce sont les deux écueils à éviter, et ça tombe bien, enfin, c'est ce que je développe beaucoup dans le livre en disant il y a deux vertiges de l'autorité, qui sont le vertige de la loi et le vertige du lien. Le vertige Mmh. de le plan, c'est comme ça, puis c'est tout. J'ai tout décidé au départ, donc je me dédouane, hein, ou je rappelle la doctrine, et puis c'est facile, hein, c'est dans la case. Ou bah, je suis simplement, tant que j'ai pu échanger, que la relation est là, tout va bien. Là où vous voyez, il y a, je définis l'autorité comme la puissance d'accomplissement de la mission. On reconnaît un chef parce que grâce à lui, la mission continue, pas parce qu'il est sympa ou parce qu'il sait beaucoup de choses. Et je définis la mission comme l'actualisation du débouché collectif. Si je reparle de l'Église aujourd'hui, c'est par le comportement, et presque uniquement par le comportement dans un monde saturé d'idées, qu'on pourra inspirer. C'est pas par de la communication à outrance, pour donner une image, c'est pas en affichant Hermès partout en disant venez chez nous, on est mieux, alors qu'on fait du tati, qu'on va convaincre les gens. Mais Et je n'ai pas l'impression que l'Église communique énormément, non? Vous la voyez beaucoup dans les médias, François Bert? moi, j'ai l'impression que chaque fois qu'en tout cas, tous les gens qui veulent, on va dire, il y a deux niveaux. Je vois Mmh. à la fois des gens qui sont, vous avez raison, plutôt timorés, et qui du coup, vous Ou savez, qui ont peur des médias, se méfient en tout cas. se méfient, se mettent dans une position un peu de protection, et qui du coup vont avoir un discours assez timide, soit à l'opposé des gens qui veulent à tout prix agir pour l'Église, mais qui du coup sont dans une logique presque lobbyiste de l'Église. En disant il faut caser quelque part le hashtag catho, donc c'est Mmh. bien. On a dit que c'était des cathos qui. Non. Et aujourd'hui, surtout dans un monde qui est saturé d'idées, qui a été trahi par les idées beaucoup de fois, c'est le comportement silencieux qui inspire. En fait, c'est parce que si je Comportement prends, silencieux. voilà, si je prends Hermès et Tati, en fait, moi je préfère un artisan qui, par la preuve de son travail, donne envie d'aller voir à la source, plutôt que quelqu'un qui va à tout prix vouloir caser sa marque. Parce qu'on va regarder les œuvres derrière. Que pensez-vous de l'idée, François Bert, de décharger par exemple la fonction épiscopale de certains aspects de la gouvernance qui l'embarrassent et de la recentrer sur une dimension plus spirituelle du pasteur? Les évêques étant, ou se disant pour beaucoup, submergés en fait par l'aspect administratif de leur fonction. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi un de mes chapitres, hein, dans le livre, c'est que je parle du binôme vision-exécution. Pour la petite histoire, moi, c'est un de mes métiers, c'est que j'accompagne beaucoup de structures à construire des équipes sur des critères de personnalité, ce que j'appelle l'ostéopathie d'organisation. Hein, on fait aujourd'hui beaucoup de kiné d'organisation, c'est-à-dire que on va faire des modules de communication pour que tout le monde s'entende, pour que tout le monde se sente bien, etc. On ne règle pas le problème. Si vous avez mis Einstein, directeur des opérations dans une structure, ce sera toujours difficile, en fait. Donc, Pourquoi? Parce qu'Einstein est trop dans la lune? oui, parce qu'Einstein, c'est un créatif. Et donc, il est très bon pour les idées, mais il a plus de difficultés derrière dans la percolation. C'est aussi l'exemple que je donne dans le livre d'un Emmanuel Faber qui a plein de très belles idées, qui est quelqu'un sans doute au comportement personnel, je crois, très, très inspirant, Donc l'ancien DG de Danone. l'ancien DG de Danone. Mais vous voyez bien qu'Emmanuel Faber, le problème, c'est que il a déconfié, c'est un cas d'école, il a déconfié ses idées, il a trahi sans le vouloir ses idées. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord un DG, et donc on l'attendait sur les résultats, là où il n'était pas forcément au rendez-vous. Et d'autre part, parce que c'est un créatif, un peu comme un Steve Jobs. Donc Steve Jobs, c'était un mec génial dans ses idées, mais qui était un tyran au quotidien. Et donc Emmanuel Faber, beaucoup de gens lui ont reproché de mettre dans les principes d'entreprise à mission le fait qu'il fallait que tout le monde participe,
Mais dans le même moment, dans sa manière de gouverner, il ne le permettait pas du tout. Donc il y avait encore une fois un hiatus, c'est-à-dire une déclaration d'intention qui était trahie par les faits. Donc un Pour que ce soit créatif autoritaire. pourquoi mais pa en fait, un créatif l'est souvent, pourquoi? Parce qu'un créatif, il veut que ses idées se réalisent. Il a la vision de l'idée pure, pas la vision de l'espace et du temps. La plupart, désolé, mais vous prenez Robespierre et Claire Staline, c'était des gens qui étaient d'abord dans les idées. C'était ça tout leur drame. Et gouverner, c'est pas avoir des idées et les appliquer. Alors eux, ils sont obstinés jusqu'au massacre absolu, avec, une incapacité à écouter quiconque, mais ça reste un sujet de casting avant même d'être un sujet d'idéologie. Et donc pour moi, la réponse à ça, c'est la complémentarité des équipes, hein. C'est-à-dire que si on file, la métaphore prêtre-prophète roi que j'évoquais, hein, le prêtre, c'est le professionnel du lien, le prophète, c'est le professionnel de l'idée, du contenu, de l'expertise et le roi, c'est le professionnel du discernement. C'est une intelligence naturelle de la décision contextuelle. Eh bien, il faudrait faire des trinités professionnelles. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est que Ça, c'est une expression que vous avez inventée, ça? oui, La trinité professionnelle. oui, bah, oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'on est condamné à interdépendre. Voyez quelque part, dans tout ce qui a pu amener du maléfice au monde, c'est des gens qui ont cru que parce qu'ils avaient le savoir, ils étaient capables de tout faire. Vous voyez, c'est le syndrome du bon élève qui dit: «J'ai 20 partout, donc je saurai tout faire». Si vous prenez, vous voyez, moi je peux vous donner beaucoup de hauts fonctionnaires très pertinents, vous leur demandez, ce qu'est l'intelligence émotionnelle, ils sont capables de vous faire un doctorat sur le sujet, c'est pas à eux que vous allez confier le fait d'accompagner des gens en difficulté. Donc si on entre dans l'application de cette idée de la trinité professionnelle, François Bert, à la lumière de vos travaux sur le discernement, ça veut dire que les structures de décision, il faudrait chaque fois qu'elles soient donc tripartites. Idéalement tripartite, mais parce que je suis pragmatique, je parle d'abord d'un binôme. C'est-à-dire que bon, d'ailleurs, on pourrait si on prend la Trinité, il y a un binôme avec un troisième élément qui se balade entre les 2 pour, Oui. donner du souffle, vous voyez? Mais, qui est ce que j'appelle le binôme vision-exécution. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 choses à dire aussi là-dessus, on ne faut pas aller très loin. La nécessité de confrontation, c'est-à-dire que je vais être un peu trash, mais le point commun entre Macron et Poutine, c'est l'absence de confrontation dans leur entourage immédiat. C'est l'absence de contradicteurs, c'est le fait de rester, à un niveau où on s'autosatisfait, on ne prend pas assez les moyens de quelqu'un qui vous dit: «Il y a un problème». À quoi verriez-vous qu'il accepte la confrontation? Un Emmanuel Macron, puisque Vladimir Poutine aujourd'hui est dans une logique de guerre qui change un peu les choses, mais à quoi verriez-vous qu'il répond à l'idée du binôme vision-exécution? Bah, 2 choses, là aussi. D'une part, le fait que, il ait, pas simplement, des conseillers de moins de 30 ans, qui sont, à sa dévotion, qu'il y ait beaucoup plus d'anciens qui soient capables de lui dire des choses confrontantes. La plupart des anciens Mmh. sont partis du gouvernement, hein, Ça, c'est un élément, oui. donc c'est un premier élément. Et la deuxième, c'est même la posture générale. C'est-à-dire que moi, le cas d'école, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça devait appeler une grande écoute, pas un grand débat. Le grand débat, c'est: «Je vais vous convaincre que j'ai bien fait». La grande écoute, c'est: «OK, qu'est-ce qui se passe? On va prendre en compte et on va traduire ça en action». Tout simplement. Et la réponse aurait été? Et la Une bonne réponse? réponse, une réponse de gouvernant responsable? Ça aura été une fois qu'on a fait, l'état des lieux, de voir ce qui est prioritaire et de concentrer son action dessus. Par exemple, si aujourd'hui vous me demandez les choses, je pense que le sentiment, le plus puissant qui résume tout aujourd'hui en France, c'est le sentiment d'injustice. Parce qu'il y a une justice à 2 vitesses, parce que, voilà, vous êtes automobiliste, vous êtes sûr de raquer à tous les coups, vous êtes actuellement dans certains délits, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que, voilà, le système est ça mériterait une émission en tant que telle. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, si je dois concentrer mes efforts aujourd'hui pour que c'est une démultiplication pour tout le monde dans le sentiment de déclassement et cetera, c'est l'articulation, police-justice. Comment je travaille pour que, même si la justice reste indépendante, elle soit indépendante, certes, dans son jugement, mais elle ne soit pas une entité à part, elle se mette au service de l'action collective pour que le fait de produire des méfaits suscite suffisamment de dissuasion pour que les gens aient plus d'intérêt à agir bien qu'à agir mal. Et vous estimez que la justice, en fait, désavoue ce que le peuple attendrait d'elle? Non, après ça reste compliqué. Je connais, il y a plein de magistrats qui sont extrêmement, dévoués et cetera, mais il y a 2 niveaux là aussi. Il y a le niveau législatif pur. On n'a pas forcément Oui. les lois qui permettent, d'aller aussi loin qu'on voudrait et on est pas mal aussi paralysé, dans tout un enchevêtrement avec, les lois européennes là-dessus. Regardez les OQTF, c'est très compliqué à cause de ça. Et les obligations à quitter le territoire français? Voilà. Et d'autre part, il y a, je pense aujourd'hui, précisément sur ce sujet de discernement, dans la justice, le fait qu'il y a un telle masse de choses à faire, je parle même pas de certains juges idéologues, mais c'est surtout que même tout simplement techniquement,
Un juge, il a tellement d'affaires à traiter aujourd'hui qu'il les prend ligne à ligne sans voir leur portée. Je vous donne un exemple concret. En 2018, il y a un vol de camion de pompiers qui a eu lieu. Le magistrat a fait un rappel à la loi parce que c'était un vol de véhicule. À quel moment il prend la mesure du fait qu'un vol de véhicule de pompier, c'est un franchissement de seuil grave, qu'il faut marquer nettement, surtout si ça a été rendu public, parce qu'il faut que les gens puissent comprendre que ça ne se fait pas et que si c'est pas puni lourdement, ça va être démultiplié. Et ça n'a pas loupé, 15 jours plus tard, en 2018, pareil sur le championnat du monde de foot, il y a eu je ne sais combien de camions de pompiers qui ont été ravagés. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire Mmh. qu'un événement ne doit pas être lu comme un expert dans un code de dictionnaire, comme un dictionnaire. Un événement doit être décanté dans un contexte pour qu'on lui donne une portée. La portée, hein, c'est un mot-clé hein, de votre réflexion, François Bert. Le discernement à la Saint Ignace de Loyola, donc un fondement spirituel, est-ce que c'est une réalité proprement, comment dirais-je, proprement spirituelle au départ, le discernement entre le bien, le mal? Est-ce que c'est quelque chose où vous mettriez le hashtag catho, comme vous avez dit? Ben, c'est-à-dire que pour moi, j'allais dire qu'il a été, le mot, il appartient pas aux chrétiens. Il a été beaucoup utilisé par les chrétiens parce que Saint Ignace a fait un travail remarquable là-dessus, très utile sur la manière de réussir à faire des choix d'ordre personnel. Mais mon ambition, c'est d'une part de faire en sorte que le discernement soit rendu à son côté le plus naturel possible. Et vous voyez, si on revient là-dessus, je préfère Henri IV à Louis XVI. Et Henri IV, il n'avait pas une vie personnelle exceptionnelle, mais il avait un instinct de décision bien plus utile et fécond et performant qu'un Louis XVI qui était comment dire, irréprochable dans sa vie personnelle. Et le deuxième sujet pour moi, c'est précisément de faire du discernement, non pas un raisonnement, ce qu'on a trop tendance à faire, mais de le ramener, c'est là que je fais une formation là-dessus, sur qu'est-ce qu'un discernement instinctif, à de l'écoute qualifiée jusqu'à l'évidence, et j'en donne dans le livre tous les critères. Voilà, le discernement à l'usage de ceux qui croient être intelligents ou qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. C'est François Bert qui alimente cette réflexion au fil de cet ouvrage aux éditions Artege. Je rappelle que vous êtes ancien officier parachutiste à la Légion étrangère et que votre savoir-faire, évidemment, militaire, compte aussi sur cette expertise que vous menez. Merci François Bert. Merci Louis.